Si vous voulez, et c'est véridique, on a acheté plein de mouchoirs qu'on peut faire passer. Donc vraiment, n'hésitez pas. Moi, ce que je vous propose, voilà, sans tarder, et pour faire bref, c'est qu'on continue ce bon moment, j'ai envie de dire, en prenant du bien accompagnax. Et pour ça, je vous demande d'accueillir Kian Kojandi, son compère Bruno Musculo, alias Namo, et le producteur Harry Tandman. N'hésitez pas à vous avancer, voilà, là où il y a les bouquets à fleurs, comme ça vous êtes dans la lumière. Donc l'équipe de Bref, le club Allociné, l'équipe de Bref, les présentations sont faites. Enchanté. Bonjour. Rebonjour. Bonjour. Donc il va évidemment y avoir voilà, une demi-heure pour poser vos questions, donc commencez, n'hésitez pas à lever la main, à attraper les micros pour poser vos questions. Traditionnellement, je lance la première. Je vais vous lancer la première question. Ça fait 13 ans qu'on attendait ça. On est dans un monde hyper connecté où normalement tout se sait. Et puis, il y a eu des affiches dans le métro avec marqué RE, les gens commençaient à se douter d'un truc. Il y a eu des annonces à quotidien, et puis avec Samuel Etienne. Et puis on a appris la bonne nouvelle du retour de Bref, mais en même temps, c'était resté hyper secret. Comment en 2025, on garde un secret aussi énorme? Alors, on cache, et on cache en particulier le titre, évidemment. On a tout tourné avec un titre qui s'appelait L'embarras du choix, sur toutes les feuilles, sur tous les contrats, sur tous les documents officiels qu'on a dû déposer au CNC, enfin partout. Voilà, donc en fait, on a été très rigoureux sur cette question-là de la confidentialité. On a signé évidemment des NDA, donc des accords de confidentialité à tous les comédiens, tous les participants au projet. Et puis je crois surtout que les gens voulaient tout simplement faire en sorte que ce soit une surprise réelle. Donc personne n'a vraiment parlé et tout le monde a joué le jeu de ça. Donc c'était surtout ça. On voulait surtout faire une grande surprise au public, tout simplement. Surprise réussie, je crois. Alors, est-ce qu'il y a une première question? Est-ce que où sont les micros? Les micros, normalement, devraient vous arriver. Ça arrive. Course de micro. Voilà, ça va être là-bas, la gagnante. N'hésite pas à te lever, à donner ton prénom. Je me lève. Ok, bonsoir à tous, je m'appelle Louise. Bravo déjà et merci. La question que je me pose à la suite de ce visionnage, c'est comment vous avez trouvé l'équilibre, ou comment vous avez choisi la part de tragique et de comique? Voilà. C'est vrai que c'est une question qu'on se pose pas beaucoup. Généralement, on met surtout l'histoire au centre de notre périple, dans le sens où on se dit, bah voilà, nous ce qu'on veut, c'est ça qu'on veut raconter. Et c'est vrai qu'on a J'aime bien l'idée de dire, bah notre but à la base, c'est pas de faire des blagues. On écrit une histoire et après on la rend marrante à plusieurs moments. Ça, c'est un truc qui est plutôt cool à faire. C'est un peu divertissant de dire, bah tiens, maintenant là, ça serait bien de trouver un concept sur cette scène où juste ils discutent. Bah, viens, on trouve un truc un peu sympa, tu vois, par exemple pour les projections. Tiens, on va inventer des manettes, ça va être rigolo, plutôt que de faire juste une histoire de date un peu banale. Et ben, on va essayer de trouver. C'est en créant des couches comme ça où on se dit, bah, on a un fond dramatique et on crée de la comédie sur le fond dramatique. Mais généralement, pour avoir une bonne comédie, il faut toujours un bon fond dramatique, c'est hyper important. Sinon, ça fait juste de la comédie pour de la comédie. Et c'est pas trop ce qu'on fait. Mais ouais, je pense que c'est comme ça qu'on fait. Et puis après, on essaie de. On lit et on se dit, bon là c'est vraiment badant, il faut mettre l'Académie des oncles dedans. Là. Très bonne idée, très bonne idée. Merci. Ouais, mais quand c'est que de la comédie pour la comédie, ça nous énerve. Donc du coup, on essaie de trouver une bonne raison d'avoir mis que des blagues. Par exemple, l'Académie des oncles, on trouvait ça marrant, on l'a mis parce que c'était marrant. Et après, on s'est dit, ah mais c'est encore mieux si du coup il va chialer dans les toilettes. Parce que du coup, ça va faire voilà. Donc c'est aussi là qu'on trouve un équilibre. C'est nous, en vrai, c'est un peu nous en regardant. Quoi. Ouais, c'est ça. Nous en regardant. Et c'est bien quand la blague elle est connectée par rapport à, par exemple, ouais, la blague des... c'est juste une série de blagues, quoi. L'Académie des oncles, le gars il dit il y a des phrases pour aller au chiottes, n'oubliez pas de le dire, il faut aller faire pisser vite parce que l'idée est branlable, et tout ça, et tout ça, et tout ça, et en fait, c'est de le connecter à l'histoire de l'oncle. Et comme ça, c'est jamais gratuit. C'est toujours connecté à quelque chose. Jamais une blague pour une blague.
Voilà, c'est pour ça que ça donne ce mélange un peu construit. Je crois qu'il y a une question voilà, par ici, et après il y en aura une par là, si le micro peut... Bonsoir. 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 La saison 1 de Bref, c'était une période où les formats longs étaient en vogue et vous avez décidé de faire format court. Là, on est plus sur une vogue des formats courts, vous avez décidé de faire format long. C'est une volonté d'être à contre-courant ou... Complètement, c'est une stratégie marketing. C'est fait griller. C'est pas nous, de toute façon, qui décidons, c'est L'agence. C'est l'agence. Non, j'ai jamais pensé à ça, j'avais pas fait gaffe. Non, c'est vrai, en fait. non, parce que pourquoi avoir c'est quand décidé même de grave. faire Non, c'est format vrai. long, Non, attends, c'est quand même grave pas mal des séries. Hein Des séries de 30, ça va, il y en a pas mal quand même. Bah, à l'époque, quand même, ouais, il y en a beaucoup. Mais c'est vrai que c'est devenu l'anti-TikTok, c'est qu'on a fait un peu du TikTok quand il n'y en avait pas. C'est ça que je veux dire? c'est ça. Ouais. Putain, j'avais fait gaffe. Non, c'est vrai. Bah, non, mais en fait, on a toujours mis l'histoire au centre de notre manière de faire, c'est-à-dire que qu'est-ce qu'on veut raconter, et c'est après derrière qu'on trouve les concepts, dans quoi quel va être le contenant. Mais on n'est jamais parti en mode on va faire une série de 30 minutes, maintenant il nous faut une histoire. On a une bonne histoire, et j'ai l'impression qu'il nous faut 30 minutes pour la dérouler par épisode. C'est vrai. Il a tout résumé. C'est vrai aussi. Il y avait une question par là-bas, et de ce côté-là, le micro est ici. Je ne sais pas si quelqu'un a une question. Monsieur ? C'était ma question, donc je peux rendre le micro. Waouh. Et ben voilà, bah super. Bonne soirée. Là-haut, il y a ici ah bah voilà. N'hésitez pas à vous le dire. Ouais. Bon, on Bonjour, parle. je m'appelle Benoît. J'avais une question par rapport aux évolutions technologiques sur les 13 ans. Enfin, il y a une évolution de moyens et de technologies, et on sent que vous les utilisez à fond. Enfin, pour moi, il y a un volume, des fonds verts et tout ça. Et je voulais savoir à quel point ça vous a libéré, vous, à l'écriture, et à quel point vous y avez pensé, et à quel point en prod, ça a fait faire des cauchemars à M. Harry Porchman à côté. Voilà. En vrai, je crois qu'à chaque fois, on écrit juste des trucs, et après, On est en galère. on lui dit débrouille-toi. Donc du coup, et après, il s'est débrouillé. Mais même à l'époque, on sait jamais, je crois pas, j'ai pas de souvenir où on s'est dit merde, on est limité. On n'a jamais parti d'une technologie, c'est vrai. On n'a jamais dit tiens, on a cette technologie, on va faire une blague. Ouais, non, mais et surtout, je crois que c'est jamais arrivé qu'on ait écrit un truc et qu'on se dise merde, on peut pas le faire. Ouais, c'est vrai. Parce qu'on a Harry. Qui trouve les gens et leur dit vous pouvez essayer de le faire s'il vous plaît. Donc à quel point c'est un cauchemar, Harry, c'était ça la question? C'est un cauchemar, j'avais les jeux avant. Non, en fait, c'est juste le souhait d'aller au bout d'une démarche artistique. C'est-à-dire que quand on a Kian et Bruno qui ont une imagination débordante et que tout ce qu'ils écrivent, c'est charmé en fait. Donc l'idée, c'est d'aller au bout de la démarche et d'essayer de trouver des solutions à chaque fois. Donc, on y va quoi, à fond. Donc c'est pas vrai. vraiment un cauchemar. Mais c'est vrai que les effets spéciaux, c'est quand même un sacré budget, mais c'est vrai que c'est moins que dans les années 2000. Les années 2000, ça coûtait très très cher, et encore plus dans les années 90, encore plus dans les années 80. C'est vrai qu'on est quand même dans une époque où on peut se permettre de faire voler des feuilles beaucoup plus facilement autour de Jean-Jacques qu'en 1980, ça c'est sûr. C'est quelque chose qui nous sert beaucoup, surtout pour notre plume. C'est vrai. Et pour l'usage des technologies, du coup, c'est dans ce sens-là. C'est-à-dire, par exemple, on écrit, il se lève, il est entouré de plein de lui-même, il va s'asseoir et il leur parle. Et après, on réfléchit pendant... Un mois et demi de C'est réunion. très long, ça. Un mois et demi de réunion pour les 40 secondes. Comment on va faire ce truc-là, quoi. Et en fait, c'est une caméra, pour l'anecdote, c'est une caméra qui enregistre les mouvements du cadreur. Donc, en gros, le cadreur, d'abord, il cadre avec un iPad qui est géolocalisé, patati patata. Et du coup, après, il y a un bras mécanique qui a capté ce qu'a fait l'iPad et qui le refait 13 fois. Et ensuite, Kian, il s'assoit là, il se lève, il se parle à lui-même et tout. Voilà. Donc on l'a fait avec... Mais on est allé chercher cette technologie parce qu'on avait écrit, et pas l'inverse. Ouais. Il y a une question juste ici, et puis après là-haut. Alors déjà, félicitations, mais merci, merci pour ce moment, c'était vraiment Ah bah incroyable. enfin, parce que le cadre... Ouais, dès le début, personne n'a aimé. Félicitations, que des questions, Ah, ok. pas un bravo. Bravo, Merci. franchement bravo. Merci. J'ai deux questions. Alors ma première question déjà, le process, combien de temps ça a pris? Parce que j'ai vu que sur le t-shirt de Jean-Jacques, il y avait écrit 2022, donc est-ce que ça a pris 2 ans justement à faire le montage et à tout sortir? Et ma deuxième question, combien ça a coûté? Le budget.
Alors pour le 2022, c'est parce que le personnage est né en 1982, donc il a 40 ans. Donc la temporalité pour qu'il a 40 ans, c'est une question de cohérence tout simplement. C'est juste, on se dit, bah voilà, c'est 2022, donc... Alors on l'a pas tourné en 2022. Ouais, Parce que sinon, par exemple, les visiteurs, c'est hyper relou à tourner. S'il faut être vraiment à l'époque que tu dis que t'es. Donc non, on a tourné en 2024. 2024, ouais, on a tourné de mars à juillet 2024. Et pour l'argent? Est-ce que c'est tabou peut-être? Je sais pas. Eh bien, ça a coûté exactement, mais hors de question que je puisse donner cette information malheureusement. Non, ça coûte. Bon, c'est un projet assez ambitieux, même très ambitieux, donc oui, évidemment, c'est un gros budget, mais malheureusement, je ne peux pas donner de chiffres. C'est plus de 100 euros. C'est plus de 100 euros. Ça, c'est sûr. Voilà. 10 000 francs. Il y avait une question là-haut. Ouais. Oui, bonsoir. Alors, merci, perso, j'ai adoré, c'était vraiment cool. C'est toujours ce savant mélange de rythme, enfin, c'est très drôle, et il y a toujours de l'émotion. Et ma question, c'était, vu la longueur des épisodes, vous n'êtes pas dit juste à un moment où on va plus appeler ça bref, ou alors presque bref, pas du tout bref Bienvenue dans la saison 2 de Presque Bref. Ça aurait été bizarre. Non, mais dans notre tête, ça n'a jamais été vraiment la durée, le titre. Pour nous, c'est ce qu'il dit au début, ce qu'il dit à la fin, et c'est le fait que c'est quelqu'un qui résume. Enfin, c'est un tic de langage qu'on a quasiment tous, de dire bref, je suis arrivé. Donc du coup, non, je l'ai un peu découvert quand les gens ont fait la remarque. Ouais, c'est vrai. Ils ont dit bah ça va plus être bref alors, ça va être long. La première fois, je dis ah pardon. Après bon, les 10 000 autres fois. Mais il y a moins d'épisodes, C'est vrai, il y a moins d'épisodes, donc finalement, il y a une durée, parce qu'il a hurlé, je suis obligé de le prendre en considération. Merci. Il y a moins d'épisodes, donc finalement on s'y retrouve, ça veut dire que là ça fait quoi? Ça fait 3-4 heures? 3h30, ouais. 3h30, et la saison 1, 2h30. Tout d'affilé, ça faisait 2h30. Et en vrai, il y a des gens qui regardent vraiment la saison 1 tout d'affilé, quoi. Donc lui, là, parce qu'il connaît la durée, c'est pour ça qu'il a dit ça. On parle pas des macarons. Et c'est bon, on a répondu à la question. Ouais, et puis bref, ça nous a plus dépassé, en fait, c'est plus l'univers du personnage. C'est aussi ça le titre de ce que ça veut dire pour moi. Bref, aujourd'hui, c'est le programme, c'est pas 2 minutes forcément. Ça a dépassé quelque chose. C'est bref, quoi. C'est l'univers dans lequel ce personnage-là évolue. Voilà. Et puis dans la saison 2 de Prison Break, ils sont plus en prison, et ça s'appelle faire Prison Break. Oui, c'est vrai. Donc on avait le droit. Ils sont en prison dehors, c'est ça que t'as pas compris. Ah, ils sont prisonniers dans leur tête. Exactement. Ils n'ont pas le temps. Ça fait vraiment 857 ans que cette personne... Avec ce pull magnifique. Qui est ma doublure en fait. C'est ma doublure. Ouais, c'est vrai. Parce que tu as le même pull, on a un peu la même coupe. Voilà. Donc est-ce que je peux répondre à moi? Bonsoir, déjà Bonsoir. Beaucoup d'être venu. La saison 1 de Bref se termine par j'arrive au ciné. Donc, tous les gens se sont dit ça y est, ça va être au ciné. C'est pour ça qu'on est au ciné là. Trop cool, on est au ciné. Hein? Mais est-ce que l'idée d'un film justement vous a traversé l'esprit? Et deuxième sous-question, c'est comment vous êtes arrivé chez Disney+. Il y avait une annonce sur France Travail. Non, c'était pas l'emploi à l'époque. Oui, c'était Pôle emploi. Alors, l'idée du film, oui, ça nous avait effleuré à l'époque. Il y a eu des rumeurs, c'est vrai que... Oui, il y a eu des rumeurs, c'était notre faute, on a dit quoi. Ouais, on y réfléchit. Il y a eu des rumeurs, sur ce qu'on Non, a mais dit. c'est parce qu'un jour, il y a un mec qui m'a... Je sais d'où c'est parti, j'étais dans une soirée tranquille, il y a un mec avec une caméra qui m'a dit « Vous faites un film ?» Je fais « Ouais, on peut réfléchir à un film. » Il y aura un film. Et après, ça m'a dépassé complètement et on réfléchissait, on faisait des réunions de travail pour voir un peu comment ça se passait. Et surtout, on se rendait compte que c'était plus l'occasion, on avait l'occasion de faire un film qui nous disait de faire un film plutôt que l'envie de faire vraiment un film. Et on se rendait compte que c'était pas le projet qui nous excitait le plus. Du coup, on a gardé d'ailleurs des idées qu'on avait développées à l'époque. Par exemple, Bref, je sais pas faire de choix. C'est quelque chose qu'on a gardé, tu vois, dans nos carnets, qu'on a mis dans l'épisode 1, du côté je sais pas faire de choix, j'ai la petite danseuse, tout ça et tout. C'est des trucs qu'on a gardés de cette époque-là. Donc ça, c'est un peu ce projet qui était un peu là, mais sans trop l'être. Et puis voilà, on n'aime pas faire des effets d'annonce, et ça m'avait dépassé à l'époque, j'aurais dû me taire. C'est ma faute. Si à cette... Et Disney+. Comment on arrive à Disney+. Bah, en vrai, quand on écrit un truc,
si je fais très résumé, après sinon il faut faire une version beaucoup plus longue, quand on écrit quelque chose, ensuite on le présente. Parce que j'ai remarqué qu'il y a certaines personnes qui pensent, qui se disent, non mais Disney est arrivé chez eux, tu vois, ils ont ouvert la porte, ils ont dit, voici 13 milliards de dollars, vous êtes obligés de faire Bref 2 maintenant. Seulement Alors qu'en fait, pas du tout. Nous, on négocie 26 milliards. Et non, pas du tout. En fait, c'est quand on a une idée, on le présente à des gens avec qui potentiellement on a envie de travailler et qui potentiellement ont envie de travailler avec nous. Et après, ceux qui veulent bien, c'est comme toutes les relations, quoi. Les deux sont d'accord et après, on le fait, quoi. Donc, je sais pas, c'est pas très sexy, en vrai. À chaque fois que vous posez cette question, je sais pas, Et c'est vrai qu'on va souvent au bout, tous les deux, en écriture, avec Harry qui est au téléphone, à qui on parle très régulièrement, mais on essaie de voir la fiabilité du projet. On n'aime pas vendre des promesses, tu vois, en mode si, on verra, machin et tout. Non, on est déjà assez concret. On est très avancé psychologiquement quand on lance un projet. Et quand on est arrivé chez Disney, on savait déjà où on voulait aller. Ah oui, c'est ça, c'était déjà bien avancé, bien écrit, pour justement pouvoir parler avec Disney de combien ça va coûter, comment on va faire, combien il faut de jours de tournage, etc. Et d'ailleurs, il y a des gens qui veulent entreprendre d'écrire des films, Ouais, il y en a, ouais. Vous êtes engagés, allez, ils viennent dans nos projets. Vous êtes engagés, tu veux l'écrire? Ouais, allez, on y va alors. Non, mais il vaut mieux aller le plus loin possible dans son travail artistique que de trouver des engagements avant, de se dire non mais il me faut un producteur là, comme ça je fais un contrat, comme ça je peux écrire. Il vaut mieux écrire ce qui est, enfin si on a le luxe de le faire le plus longtemps possible seul. Il faut aller au bout de son projet parce qu'après c'est comme ça qu'on pourra défendre le mieux son idée. Donc c'est pour ça qu'il faut aller au bout de son idée le plus possible seul. Et après partager justement, et on est encore plus fort, et on peut plus défendre ses idées derrière. Oui, c'est ça, c'est d'arriver en disant mon truc, c'est ça. Pas un vague pitch où tu dis il va se passer ça, le prod ou le distributeur se dit waouh, ça va être dingue, et après à chaque fois que tu écris une ligne, il dit ah mais non, mais c'est pas ce que j'imaginais. C'est mieux d'avoir vraiment avancé son projet. Effectivement, c'est un peu un luxe. C'est un luxe. Parfois, on a besoin de développement parce qu'on a besoin de manger, on a besoin qu'on nous donne des sous pour écrire. C'est vrai. Mais si c'est pas obligé, c'est un peu notre conseil. Surtout que c'est aussi un piège, ça, du coup, d'être en développement chez quelqu'un. C'est qu'après, il t'a payé. Donc, faut le faire. Il faut quand même l'avancer. Il faut réfléchir avec lui. Et si tu te rends compte que c'est pas ouf, la relation, au bout d'un petit moment, t'as travaillé pour lui. Tu vois. Donc voilà. On est en train de répondre à d'autres gens que toi, je me rends compte. Parce qu'il a posé des autres questions, t'es resté debout. Fait ok, et maintenant, qui aime bien des glaces à la vanille? Et toi, t'es toujours debout. Et on va répondre partout. Donc, on a répondu, tu peux te rasseoir du coup. Merci. Merci. Bonsoir. Ah, c'est où? Pardon, excusez-moi. Ah oui, pardon, bonsoir, excusez-moi. Il y en a un autre qui passe avant? Non, c'était vous. C'est cool. Okay. Bonsoir Harry, bonsoir Bruno, bonsoir Kian. Bonsoir. Alors moi je suis Martin Béjanssen, je suis compositeur, du coup j'avais une question à ce sujet. Mais d'abord bravo parce que c'était hyper fin, on voit les grandes références de y a-t-il un pilote d'un avion, 99 francs, etc. Il y avait beaucoup de finesse dans l'écriture, bravo. Merci. Donc de mon côté, la musique de film c'est vraiment mon truc et je lis quand même qu'il y a un grand dialogue qui se passe et que c'est aussi très très fin, il y a une grande écriture. Comment ça s'est passé? Je vois qu'il y a eu plusieurs compositeurs, il y a eu aussi Schmouz qui a fait des placements avec vous, mais comment ça s'est passé le dialogue au niveau de la musique de film pour vous? La musique est une pièce essentielle dans Bref. On a eu deux compositeurs dédiés à cette saison. On a Clément Lib qui était là pour faire avec qui j'ai eu la chance de travailler plusieurs fois et qui est un mec d'une douceur, d'une inventivité, puis d'une créativité folle. Il arrivait avec toutes les musiques composées, les musiques orchestrales, les violons, les choses un peu plus sensibles. Et on a travaillé avec un groupe historique de Bref qui s'appelle The Name, qui faisait toutes les musiques de la saison 1. Et là, ils ont fait toutes les musiques électro de la saison 2, c'est-à-dire quand il y a un BPM à 120, ça fait boum, boum, boum. Voilà, ça c'est The Name qui faisait l'identité de Bref déjà depuis maintenant 15 ans. Et Clément Lib. Et on avait aussi dans notre budget une enveloppe pour synchroniser des titres préexistants, c'est-à-dire des artistes qui avaient déjà sorti des titres dans leurs albums ou qui étaient en devenir aussi,
pour pouvoir les mettre à l'image. Et ça a été organisé par, et Harry va te dire. Oui, par Pierre-Marie Dru, qui est un superviseur musical assez bien réputé. Et oui, avec lui, du coup, on a essayé de trouver les meilleurs artistes qui puissent rentrer dans l'ADN. Donc ils ont fait beaucoup de recherches. À la base, on était parti sur, je crois, 45 titres à peu près à synchroniser dans le budget. Et en fait, c'est monté à plus de 160 titres. Parce que, en fait, bref, c'est une production qui demande beaucoup de musique. Et voilà. Et donc on a été... on n'a vraiment pas lésiné là-dessus parce qu'on le voit à l'image et du coup au son. C'est ce qui fait aussi la richesse du projet. Complètement. Vous avez eu l'occasion d'enregistrer en live aussi, avec Clément? Je veux dire, des orchestres, etc. En live, Clément a, je crois, lui-même enregistré aussi les cordes et tout, parce qu'il est multi-instrumentiste. Je crois que c'est lui qui a enregistré. Alors, est-ce qu'il l'a fait aussi avec des orchestres? Je ne connais pas les tenants et aboutissants de la production musicale, mais peut-être qu'il l'a fait avec un quatuor, parfois, je ne sais pas. Okay. Oui, il l'a fait avec un quatuor. Un quatuor, voilà, donc il avait fait avec un quatuor. Il a enregistré de la musique live. Bonsoir. Bonsoir. Merci, déjà c'était effectivement un chef-d'œuvre. Ah bah merci, j'écris beaucoup et du coup c'est très inspirant. Et j'avais une question pour du coup vous trois. Est-ce que Afterlife c'est une série qui vous parle? Est-ce que ça vous a peut-être un peu inspiré inconsciemment ou pas du tout? Est-ce que voilà, de Ricky Gervais? Oui, voilà. Afterlife? Oui. Sur Netflix? Oui. Alors le but n'est pas évidemment de... J'aime bien poser des questions, genre ok, tu veux parler de ça. Moi j'ai pas vu Afterlife. La question peut être des inspirations même générales, hein, s'il y en a d'autres que... oui, mais toi tu as vu Afterlife, toi? Afterlife, il me semble que je l'ai. Oui, tu me rappelles. Mais ça fait longtemps, j'ai pas de mémoire. C'est le problème, ça se trouve là, tu vas me dire. Cette blague-là, elle est dans Afterlife. Je me dis, oh merde, je vais me faire copie comique pour rien. J'ai vraiment pas une question. Mais oui, il y a un peu, en tout cas, on va dire, au-delà d'Afterlife, on va dire l'esprit de Ricky Gervais dans ses séries, où il a quand même tendance à bien te faire rire et chialer. C'est un truc qu'on aime bien. Parce qu'on trouve que ça ressemble à la vie, donc du coup, on trouve ça cool. Et donc ta question était plus générale, c'était nos inspirations en... Parce que ça m'a fait penser à ça et du coup effectivement je trouve ça intéressant de savoir un peu vos inspirations. Moi j'ai remarqué quand même qu'on s'était pas mal inspiré de Malcolm. Ah ouais? Ouais, de Malcolm et My Name is Earl. Tu vois, dans le côté montage, voix off, cut, multi-cut, flashback, flash forward et tout. C'est quelque chose qui existe déjà depuis les années 2000 et c'est une série qui nous a influencé totalement indirectement parce que quand je vois Malcolm, je trouve des filiations avec Bref et surtout avec la nouvelle saison de Bref. Je me dis, waouh, c'est le format de 30 minutes, c'est ça. Après, on est très influencé de Fleabag et je pense aussi sur ce côté doux amer aussi, pareil. Mais après, on est des grands fans de Friends aussi, on est des grands fans de... Non mais là, après, il y a un million de... Ouais, voilà, mais je te donne un peu les influences comme ça, la pôle pour point. Et souvent dans le dossier de production et de présentation en chaîne, il y avait souvent Euphoria qui revenait aussi, pour l'aspect plus visuel et exigence, voilà. Oui, mais ça c'était pour Kissing. C'est juste pour Kissing. On a dit ça va être beau comme Euphoria, et j'ai dit, bon, vas-y, c'est beau comme Euphoria. Merci. C'est pas vrai, on adore Euphoria. En vrai, la vraie inspiration, on va dire, depuis la saison 1, le truc qui nous a autorisé, on va dire, à faire, on l'a souvent dit, c'est... Il y a 4 films majeurs. Mais moi j'allais dire c'est Genet avec Émilie Poulain et Clapiche avec l'auberge espagnole. Et d'ailleurs c'est ce qu'on s'est dit quand on a fait la deuxième saison, c'est-à-dire Clapiche il a un peu fait avec son deuxième film, il a attendu longtemps avant de faire la deuxième partie, puis la troisième, puis la série. Ça a duré des années, donc on s'est dit vas-y, Cédric il l'a fait, puis on fait. On a le droit. C'est le boss. Bonjour, ici. Oui. On voit qu'il y a beaucoup de nouveaux créateurs, de jeunes talents, de gens d'internet comme Gypsy, comme Seb, comme Magla ou Freddy Gladieux. Est-ce que c'est des gens que vous regardiez avant, des gens qui vous inspirent, ou c'est peut-être pour toucher un public un peu plus large? Oui, c'est la stratégie marketing, encore une fois. Je sais pas qui c'est les jeunes. Ils sont connus. Ils sont connus. Est-ce qu'ils ont du buzz? Les jeunes ils aiment bien, je crois. Pas mal de buzz. Les jeunes ils aiment bien? Ouais, le gars qui fait Jérôme, je sais plus comment il s'appelle, Carlito, il paraît que les jeunes ils adorent. Non, c'est des gens on a de la chance, on travaille qu'avec des gens qu'on admire et qu'on suit généralement. On a une vraie culture internet, c'est des gens qu'on aime bien. En plus, tu parles de Gypsy par exemple avec Seb, je trouve que
ça marchait super bien de faire cette parodie des casseurs flotteurs. Ils marchaient tous les deux très bien, on les a appelés, ils ont trouvé la vanne très cool. Ils ont dit bah ouais on vient, ils sont venus, ça s'est passé en après-midi, c'était très cool. Et on aime beaucoup Magla, on aime beaucoup Cacarlito. Cacarlito, t'as dit. C'est comme ça que je l'appelle. C'est son silence. Cacarlito. Non mais il nous a beaucoup surpris. On l'a trouvé un acteur d'une grande qualité et je sais pas ce que vous avez pensé, mais je l'ai trouvé très fort. Et il a une vraie qualité, Carlito, c'est qu'il arrive sur un plateau et il s'en bat les couilles. Ce qui fait qu'il est détendu, il est hyper disponible, c'est un acteur qui n'hésite pas à faire. Il est vraiment, il est là, il est dans l'instant présent et il travaille super bien du coup. Et donc c'est hyper agréable. Ouais, et du coup, pour répondre clairement à la question, en fait, il n'y a pas un moment où Disney ou la production nous a donné une liste à cocher de gens. Voilà. C'est un peu l'inverse même. C'est que quand on disait, ah, quand même, pour ce rôle, on aimerait bien voir machin, c'est super ça. Ils étaient trop contents, ils disaient, ah oui, pour ce tout petit rôle, Magla, oui, c'est super, parce qu'après, elle va pouvoir dire qu'elle est dedans. Donc eux, ils étaient contents. Mais à la base, on voulait les mettre parce qu'on voulait les mettre. C'était vraiment entre nous deux qu'on se disait voilà. D'ailleurs, ça se voit pas parce qu'ils sont pas connus, mais c'est vrai aussi pour plein d'autres comédiens. C'est qu'il y a plein de petits rôles qui sont remplis par des gens que les gens connaissent moins. Et en gros, c'était la même chose. C'est que nous, on a l'impression qu'on a mis un peu plein de gens qu'on aime bien, et dedans, il y en a des connus. Mais comme c'est les connus qui ressortent, les gens ont l'impression qu'on a mis que des gens connus. Alors, je sais, il y en a combien, tu sais, t'as les chiffres? Combien de comédiens dans bref? 180. Ouais, tu vois. Donc sur les 180, il n'y en a pas 180 connus. Il n'y en a que 178, je pense. Non mais on a par exemple Xavier Lacaille, qui est un meilleur acteur de notre génération, qui vient juste pour un petit rôle, qui nous fait un cadeau fou, parce que c'est notre pote, on le kiffe et il vient, tu vois, il vient quand même, quoi. Donc il y a une vraie réflexion aussi, donc on veut travailler avec des gens qu'on aime bien, quoi. Merci. On va prendre la dernière question. Déjà. Ouais. Bonsoir. Bonsoir. Déjà, merci à vous trois pour ce projet et pour les projets d'avant, depuis 15 ans. Merci. La question, en fait, il y a deux questions, mais qui vont un petit peu ensemble. Quand est-ce que ça arrive, l'idée de, ok, on fait un Bref 2? Parce que ça sent que c'est pas juste, ah, Bref 1, ça a marché, il faut qu'on fasse un 2, truc business. Ça sent qu'il y avait déjà des idées, peut-être qui restaient de la saison 1. Et du coup, la deuxième question qui va avec ça, c'est en combien de temps on écrit ça? Pour le coup, il y a des idées de 2000. Comme je te disais, bref, je sais pas faire de choix, c'est un truc qu'on a écrit en 2013. La guerre contre le cancer, c'est une idée que j'avais griffonnée pour un projet qui n'a jamais vu le jour. C'était en 2015, la guerre avec les armes sur le cancer et tout. Les projections, je crois que ça date de 2017. Derrière la photo, ça date de 2016. C'est 10 ans d'idées. Et Bref 1, c'était 10 ans d'idées, quand on regarde bien. Parce que nous, on a tout écrit en une quinzaine de jours. Par exemple, les 40 premiers épisodes, on les a écrits en une quinzaine de jours. Et donc, on a sorti tous nos carnets. On a dit, tiens, j'ai une note de blog. Et tiens, j'ai ça. On a tout mis en commun et on a fait Bref 1. Et pour Bref 2, on avait vraiment beaucoup d'idées, beaucoup d'accumulation d'idées. On passe notre life à ça. C'est un truc que je fais. Moi, j'ai une note par an. Là, j'ai ouvert ma note 2025 et je commence à remplir mes carnets d'idées, de trucs que je comprends, de trucs... si ça se trouve, j'en ferai jamais rien, mais on n'écrit jamais pour rien, et en fait, Bref 2 en est la preuve. Et on s'y met vraiment à écrire, on écrit le premier épisode en 2023, et on a un feu vert de Disney, et je crois qu'on écrit en 6 mois la saison entière. À peu près de avril 2023 jusqu'à... novembre 2023, et après on prépare la série, donc on est en réunion avec les équipes de production pour partir en tournage en mars 2024. Donc c'est à peu près 6 mois vraiment non-stop, jour à tout le jour, au téléphone. C'est vrai. On a passé ça, on a écrit au téléphone. Beaucoup au téléphone, ça aurait coûté hyper cher si on n'avait pas un J'avoue, de ouf. Heureusement qu'on avait évité. Soirée week-end. Merci, félicitations. Merci pour les gens qui sont nés en 1980 qui ont compris cette blague. Merci beaucoup. En tout cas, la suite, c'est le 14 février, les 6 épisodes seront le 14 février sur Disney+. J'ai juste une question. J'ai une deuxième question. J'ai eu quelques applaudissements tout à l'heure. J'ai posé une question. J'ai dit est-ce que vous avez eu peur? Et il y a des gens qui ont applaudi. Maintenant, je repose la question est-ce que vous avez toujours peur? Non.
Non. Voilà. Merci pour votre confiance. Merci pour la confiance, vraiment. Merci beaucoup, ça me fait plaisir, ça me touche énormément. Merci encore, merci beaucoup d'avoir été curieux ce soir. Merci beaucoup. Merci beaucoup.